Bien, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Nabil Anis et Eric Hollander pour parler du modèle Go with the Curve que R a publié il y a quelques jours. Si j'en juge par les réactions que nous avons reçues, je crois que c'est un modèle qui plaît assez à beaucoup de personnes sur notre marché et même au-delà, si j'en crois les échos sur le marché luxembourgeois, par exemple. Eric et Nabil sont les deux auteurs de ce modèle. Pour commencer les présentations, Nabil est stratège chez R. Il a étudié la socio et la psychosociologie. Dans le passé, il a travaillé pour plusieurs agences, belges et françaises, et plus récemment chez Proximus. Alors, si tant est qu'il faille encore le présenter, Eric est quant à lui l'un des fondateurs de R, qu'il co-dirige aujourd'hui avec Stéphane Buisseret. Il est Creative Chairman. Voilà pour les présentations très succinctes. Alors, messieurs, tout d'abord, comment allez-vous et comment vivez-vous ce confinement? Est-ce que vous parvenez à en tirer des choses positives, tant d'un point de vue personnel que professionnel? On va très bien, Fred. Merci pour votre question. Pour répondre, je pense qu'on le vit à peu près comme tout le monde en Belgique, c'est-à-dire avec des sentiments un peu ambivalents. Parfois, on se reconcentre sur nous, on lit, on partage avec nos amis, et parfois de manière un peu plus dure à cause de la rupture du lien social qu'on vit aujourd'hui. Voilà, de ma part en tout cas. Et toi, Eric? Bien, mais tu me tutoies. Je suis très intéressé par ce confinement que je craignais parce que je suis plutôt un animal social. Et au fond, ça m'intéresse beaucoup sur la nouvelle. Là, on parle boulot, sur une nouvelle manière de travailler. Ça m'intéresse beaucoup parce que je suis beaucoup plus productif depuis le confinement que je ne l'étais avant. Comme le dit Nabil, il y a aussi le recul qu'on peut prendre à un moment, mais qu'on ne prend pas du tout quand on est, par exemple, en agence ou dans une entreprise où les réunions se multiplient même quand elles ne sont pas utiles, elles se prolongent inutilement aussi. Ici, c'est beaucoup mieux géré. Personne n'a envie de passer 2 heures devant son écran, donc ça va assez vite déjà. Et puis, le fait, ces allers-retours entre soi et le travail et l'école, je trouve ça très intéressant. Et vous pensez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir dédupliquer après le confinement? En tout cas, il y a cette Fonctionnement de phrase la qu'on entend partout, les choses ne seront plus pareilles après qu'avant. Je sais qu'on a déjà dit ça en 2008, on a déjà dit ça en 2001, mais je crois que là, le fait qu'on expérimente autre chose, une autre manière, par exemple, de travailler, des rapports sociaux un peu différents, ce n'est pas l'idéal. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien, par exemple, moi, personnellement, je suis un mec un peu physique, j'aime bien toucher, parfois ça agace un peu les gens. Mais ça me manque, par exemple. Mais je pense qu'on va, les bonnes pratiques, on va essayer de les retenir et les prolonger et faire qu'elles perdurent après la crise. Oui. Ouais. On avait interrogé un certain nombre de créatifs récemment et bon, ils mettaient en avant le fait que c'est quand même très compliqué quand on a l'habitude de travailler en team, de ne pas pouvoir échanger, etc. C'est quelque chose que tu ressens au niveau de tes équipes? Mais je crois qu'ils se démerdent bien, il faudrait leur poser la question. Mais ce que je vois, une discussion qu'on a eue, je ne sais pas comment c'est pour les autres, ils travaillent beaucoup. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui perçoivent ça. D'une certaine manière, on travaille davantage pendant ce confinement parce qu'on a du mal les uns et les autres, c'est vrai pour moi, c'est vrai, j'en parlais avec Nabil hier soir quand à 20h nous discutions, on était dimanche soir, il était 20h et on parlait de notre rencontre avec toi. On a eu la chance de gagner un client pendant ce confinement, je ne peux pas citer puisque c'est tout frais, tout neuf, et je sais qu'il nous regarde. Et je voudrais dire quelque chose. Je n'ai pas encore vu les visages de ces clients. Et c'est un truc curieux et très perturbant. On va travailler ensemble, on s'apprécie, on a eu des tas de réunions, mais c'était des réunions sans caméra. Tu aurais dû l'inviter à ce live. Donc oui, tout à fait. Donc voilà, ça fait partie des particularités de la période. Ok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui vous a inspiré à rédiger ce modèle et à le publier en open source, qui plus est, et nous expliquer un peu ce que ça recouvre juste pour ceux qui n'auraient pas encore lu, découvert, appréhendé, etc. C'est parti d'une ou deux interrogations qu'avaient certains de nos clients.
des marques ailleurs, et aussi, en ce qui me concerne, d'une ou deux prises de parole que je trouvais tout à fait déplacées en tout début de crise. Pas de nos clients. J'ai été choqué par un ou deux trucs. Ça me semblait l'archétype de la prise de parole à contretemps. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à examiner par rapport au temps de la crise. Voilà, que sans doute ce n'était pas la crise, il n'y avait pas juste pendant la crise et après, qu'il y avait sans doute des phases dans cette crise et qu'il y avait une indispensable nécessité à écouter ce qui se passait. Voilà, à écouter, à de s'oublier un peu. On s'est dit, on s'oublie nous, agence, on oublie aussi nos clients et nos marques, et on met, comme je l'avais dit, un thermomètre dans le derrière de la société belge, et on essaye de comprendre ce qui se passe. Et je pense que la spécificité de ce truc, c'est ce qui nous est cher à Nabil et moi, c'est qu'on est parti des gens. D'accord? On n'est pas parti de ah, mais comment la marque elle va faire pour continuer à vendre malgré que, etc. Non. Qu'est-ce que. Voilà, la question est différente. Quel rôle on peut jouer? Comment? Mais commençons par écouter. Tout à fait. Je pense que notre point de départ, est-ce que nous aussi, on devait prendre la parole, du coup, mais est-ce qu'on voulait le faire dans notre industrie en étant finalement autocentré, ou alors se dire, mais finalement, ce temps est tellement exceptionnel qu'il faut, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien dans nos métiers, c'est d'être contre-intuitif, de penser contre nous, parce que finalement, nous sommes des êtres humains, nous vivons cette crise aussi chez nous, et c'est très difficile de tomber dans le travers de l'intuition, de se dire, mais ce que je vis finalement, ce que nous vivons à l'agence, est-ce que toute la Belgique vit finalement? Et c'est structurellement faux. Et on essaie de se projeter un peu, évidemment, en gardant les grandes lignes, et on peut en parler, de s'intéresser comment les gens le vivent dans leur quotidien par rapport à leur rapport. Et finalement, ce sont des questions un peu ancestrales qu'on s'est posées. C'est le rapport à soi et le rapport aux autres dans la société. Et pour juste donner l'exemple concret de notre exemple qui est Go with the Curve, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier en fait votre agenda marketing, oublier votre agenda publicitaire ou commercial et synchroniser votre communication, en tout cas votre prise de parole avec l'évolution de la crise sanitaire en Belgique. Et je vais partager avec vous rapidement juste le schéma que nous avons développé, le modèle. Et l'idée du modèle, c'est dans la continuité de faire un modèle contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est figé, ou en tout cas, voici la vérité absolue. Le message est un message de bon sens, comme disait Eric, c'est que ce n'est pas binaire, le message doit évoluer avec l'évolution de la crise. Et donc, ça nous donne 3 phases. On en était à l'évolution, en tout cas, de la prise de parole synchronisée avec l'évolution de la courbe de la crise sanitaire et l'adaptation en fonction des phases. Il y en avait 3. Et donc, je pense que j'en étais à la dernière phase qui est celle la diminution, en tout cas, de la crise sanitaire, qui correspondrait à une phase d'inspiration au niveau de la prise de parole. Et qui est cette phase qui serait marquée par la fatigue, évidemment, des individus. Et la prise de parole doit effectivement être plutôt inspirante et se synchroniser avec cette phase-là. Et on ajoute à ça, à cette courbe, pour une prise de parole juste et encore une fois contre-intuitive et plutôt centrée sur le vécu des gens dans la vie réelle, de synchroniser cette prise de parole avec la pyramide de Maslow. On la connaît tous. Et évidemment, on a expérimenté ça et je pense qu'on va développer ça dans les questions peut-être qui seront posées par Fred ou par les gens qui nous regardent. C'est qu'à la première phase, on l'a vu, la phase des besoins physiologiques, où on a eu une sorte de pseudo-panique au début sur les aliments nécessaires. Ensuite, on a évolué la phase d'adaptation où il y avait des besoins de sécurité. On se posait des questions, par exemple, qui sont celles, est-ce qu'il faut généraliser le port de masque ou pas? Et là, la prise de parole des marques, on pense qu'elle doit être engagée sur le terrain avec des actions fortes. Et puis, la phase d'inspiration, la phase finale, qui est celle du besoin d'estime et en tout cas le besoin d'accomplissement. Voilà rapidement ce que notre modèle préconise. Il y a un document qui est complet et je pense qu'on va mettre le lien disponible pour les gens qui nous regardent et développer ça après avec les questions. Oui, le document est en ligne sur mm.be, ceci. Voilà. Nabil, petite question, tu ne considères pas, vous ne considérez pas que nous sommes dans la phase 3? Alors, c'est une question, je pense que c'est ce que je disais un peu au début, ce modèle n'est pas binaire.
C'est-à-dire qu'on parle des gens dans la vraie vie et les gens dans la vraie vie ne se comportent malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pas comme des fichiers Excel. C'est-à-dire que ce n'est pas 0,1, mais une évolution. Ce que je veux dire aussi, c'est que on considère qu'effectivement, on est en pleine phase 2 et on espère qu'on se dirige tout doucement vers une phase 3. Mais surtout, alors là, pour le coup, ce n'est pas quand on dit il faut suivre la courbe, ce n'est pas seulement suivre la courbe médicalement, c'est suivre aussi, comme je le disais, le ressenti des gens. Ouais. Et tu perçois quand même aujourd'hui, et on perçoit, nos clients aussi d'ailleurs, les marques commencent à le percevoir. Tu sais, on a dit le sentiment global de la troisième phase, et cette phase de diminution, c'est à la fois une fatigue, et cette fatigue, on la ressent. Je la ressens, moi, avec mes collaborateurs. Je vois que les gens c'est difficile. Voilà. Pour nos clients aussi, ça devient long. Pour nos amis, alors qu'il y a quelques jours encore, on était encore un peu dans le mythe du me time, du temps pour soi, des retrouvailles avec soi-même, etc. Là, ça devient long. L'absence de contacts sociaux, voilà, tout ça devient long. On a envie d'aller au restaurant, on a envie de retrouver des amis. C'est long. Ouais. Et donc, il y a une aspiration à être dans la 3. Et ça, les marques doivent le considérer. C'est-à-dire que si elles veulent parler, non pas en miroir, mais en étant un tout petit peu inspirantes et en étant un tout petit peu d'avant-garde, il faut qu'elles entendent qu'aujourd'hui, il faut continuer à fabriquer des masques parce qu'on va en fabriquer, mais il faut aussi commencer à penser l'après. Et on le voit très bien d'ailleurs, on voit très bien dans la presse qu'on commence à penser l'après. Le Monde ce week-end avec une magnifique interview d'Edgar Morin qui a presque 100 ans et qui est tout jeune dans sa tête. De façon... Ok, encore désolé pour ces coupures incessantes. Eric, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux médias, il y a la plateforme de vidéo programmatique TITS qui a fait récemment une étude sur les thématiques les plus consommées dans les médias. Bon, c'est les médias français, mais j'imagine que ça doit être un peu la même chose chez nous. Est-ce qu'on remarquait que les thématiques qui étaient les plus consommées, les plus en hausse dans la consommation, étaient à la fois liées à des besoins physiologiques, donc le niveau 1 de la pyramide de Maslow, et à la fois aux besoins d'accomplissement. Donc les niveaux 1, 3 qui émergent. Est-ce que tu ne crois pas que justement ces besoins physiologiques risquent d'être une longue traîne, si on peut dire, dans la communication et que ça va durer pendant un bon bout de temps, même après la crise? Alors, tu crois pas que je réponde à la première phase, Eric? Vas-y. Effectivement, j'ai un peu regardé l'étude. On ne rentrera pas dans les détails de la méthodologie et de l'échantillonnage de l'étude, mais je pense que l'étude est à la fois vraie, mais l'interprétation qu'on en fait, faut peut-être la pousser un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des besoins physiologiques qui sont encore présents aujourd'hui et des besoins d'accomplissement, mais l'interprétation de ça, c'est qu'on est les individus dans la société en Belgique et en France d'ailleurs, il y a une asymétrie sociale par rapport au vécu de la crise. C'est-à-dire qu'il y a la variable, la classe sociale qui intervient à un moment donné dans le vécu de la crise. Donc, effectivement, il y a des personnes qui sont dans des classes sociales défavorisées, qui sont encore dans les besoins physiologiques, et ce qui n'a pas changé, je pense, avant la crise. Et effectivement, en parallèle de ça, il y a des gens, et on l'a vu, je pense, depuis le début, par rapport à des écrivains, par exemple, qui racontaient leur confinement sublime dès les premiers jours. Et je pense que c'est ça la petite nuance qu'on a envie d'ajouter, c'est que là, on traite des grandes lignes, mais il y a une grande variable de classe sociale qui intervient. Et donc, effectivement, je pense que les deux s'expriment, mais il faut mettre ces lunettes-là pour regarder de manière juste ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire quand même, pour être clair, c'est un truc qu'on commence aussi à percevoir si tu as lu Le Soir ce matin, et je vous invite à le lire, c'est intéressant, il y a une bonne réflexion là-dessus. C'est moins facile, pour dire les choses simplement, et peut-être moins sociologiquement, c'est plus compliqué de confiner dans 15 mètres carrés à 4 que quand on a un grand jardin de 3 hectares. Et donc, le bas de la pyramide de Maslow, de façon générale, il est beaucoup plus adressé chez les gens qui manquent de tout. Et voilà, tu sais, les gens qui ne mangent pas à leur faim, en gros, si on leur dit, à part s'ils sont des yogis, je disais,
exceptionnels. Si tu leur dis, écoutez, méditez un peu et accédez au nirvana et l'accomplissement de vous-même, ça ne marche pas. Il y a ce déphasage. Et donc, c'est intéressant parce que cette crise, on croit qu'elle exacerbe. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le retour de la lutte des classes, qui a été un peu gommée ces dernières décennies, mais elle exacerbe très fort les différences entre ceux qui peuvent vivre un confinement confortable et les autres. D'ailleurs, dans la phase 1, ceux qui avaient plus d'argent stockaient davantage. Ouais. Donc, c'est très important d'introduire ce paramètre de classe sociale quand on considère les besoins de chacun. Ouais. Eric, tu disais aussi qu'on redécouvre cette consommation sobre que beaucoup de gens appellent de leur vœu. D'une part, et d'autre part, il y a quand même aussi beaucoup de personnes, tu faisais référence au soir, il y avait un article là-dessus récemment également, qui disait qu'on sentait qu'il y avait une pression terrible pour une relance classique qui remettait en scène le modèle économique dominant. Comment, je veux dire, plus en tant qu'agence, tu peux contrecarrer cette pression pour autant que vous en ayez l'envie? Ce que je crois, je ne sais pas si c'est le rôle des agences, mais je crois que c'est le rôle de notre agence, en tout cas, et ça l'est depuis longtemps. Donc nous considérons que notre boulot, c'est de faire le lien et de construire les ponts entre ce que les gens éprouvent, vivent, perçoivent, ressentent et ce que les marques font. Pas seulement ce qu'elles disent, mais aussi ce qu'elles font. Et c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Alors, perpétuer ce qui se passait avant, alors qu'on sent, je ne dis pas qu'il n'y a pas une aspiration des marques à retourner à ce qu'on faisait avant, mais on sent qu'il y a des shifts qui sont en train de s'opérer et qui sont majeurs. Voilà, je pense que je disais que la consommation est interrogée telle qu'elle était avant, mais je crois que c'est vrai. Je ne crois pas qu'on ait choisi tous, on n'a pas tous voté soudain avant juste la veille de la crise du coronavirus pour la décroissance, la déconsommation et une consommation plus sobre, celle que Pierre Rabhi appelle de ses voeux depuis tellement d'années, mais on y est, on y est. C'est ce qui se passe et je ne suis pas sûr que l'aspiration profonde des gens, ça soit de retourner à comme c'était avant. D'accord ? Ces questions-là, elles sont vraiment posées. Du coup, le boulot de R, d'une agence comme la nôtre en tout cas, c'est de dire attention, les gens, ils aspirent, comprenez que votre public et vos clients aspirent à un certain nombre de choses et essayez de rencontrer maintenant ces attentes plutôt que d'imposer votre modèle. On aime bien dire, on en parlait hier avec Nabil, je pense par rapport à notre industrie, on est des lanceurs d'alerte. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que, comme on disait tout à l'heure, tout ça, il y a une réflexion sur le rapport à soi et le rapport aux autres, sauf qu'avant, les gens avaient une vision un peu conceptuelle ou en tout cas théorique de ça. Pareil pour la sobriété, on disait aux gens, mais c'était assez conceptuel, sauf que là, ce rapport à soi et au rapport aux autres, les gens le vivent de manière concrète. Et on sait que quand on vit quelque chose de manière concrète, non conceptuelle, il y a un shift vraiment radical. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas laisser le choix aux marques. Et donc, notre rôle, c'est de traduire ça. Et le danger serait que les marques continuent comme elles faisaient avant, sachant qu'en face, il y a un vrai changement radical qui a opéré, en fait. Et ça, c'est notre rôle, comme disait Eric, de faire ce pont pour traduire un peu ce shift-là aux marques pour qu'elles le comprennent un peu mieux. Ouais. Dans le même ordre d'idée, en début d'année, Creative Belgium a sorti une étude qui montrait que le niveau de stress des plus jeunes qui travaillent en agence, qui débutent dans le métier, était incroyablement élevé. Est-ce que ce stress n'est pas aussi lié à un questionnement que les jeunes peuvent avoir sur leur métier versus le consumérisme et tous ces mouvements dont on vient de parler? Je pense que oui, vraiment. Il y a un tas de gens, donc il y a quand même une génération qui est très impliquée, on le voit. Je ne dis pas que les précédentes ne l'étaient pas, mais vous savez bien que l'engagement, la militance, tout ça, c'est des trucs cycliques. Okay, on est avec une génération très impliquée et qui a des raisons de l'être. Greta, ce n'était pas il y a 5 ans, c'est maintenant.
Je pense que rentrer dans notre métier pour perpétuer un mode de consommation qui n'a pas de sens, qui fait plus de sens dans la vie des gens, ça doit être C'était déjà schizophrène pour moi quand j'ai commencé. Pour les mecs qui rentrent aujourd'hui, ça doit être très, très, très difficile. Donc, je suis persuadé, Fred, que tu as raison. C'est un des problèmes. Ce grand écart est difficile à maintenir. Et c'est pour ça que les agences aussi doivent s'adapter. Nous, les gens qui bossent avec nous aujourd'hui, Nabil, les créatifs qui nous ont rejoints en début d'année, etc., nous partageons, je ne pense pas qu'ils me prennent pour un clown idéaliste, utopiste, quoi. On partage un certain nombre de convictions autour du monde dans lequel on vit. J'ai d'autres vieux amis qui ont beaucoup de mal à le comprendre, j'ai vu ça sur Facebook, qu'on puisse garder à la fois un engagement dans la vie de la société et faire le métier qu'on fait. Mais nous, on essaye de réconcilier ça et il y a une tentative, Cher, de mettre notre savoir-faire à la fois au service des marques, mais au service des gens pour essayer de fabriquer à la fois, non pas un monde meilleur, mais une offre un peu meilleure des marques vis-à-vis des gens. Et je pense que l'autre point super positif, et là, si on parle vraiment de strategic planning, par exemple, je pense que c'est tout à fait génial de voir des très jeunes personnes qui ont une vision du monde, qui ont un engagement et que d'ailleurs, peu importe la vision qu'ils ont, c'est juste que ce n'est plus… je pense qu'on sort un tout petit peu des sentiers battus des écoles de communication et des universités, où il y avait une certaine reproduction intellectuelle qui se passait. Les générations pensaient la même chose parce qu'elles suivaient la même formation. Je pense que grâce à cet engagement des jeunes, on a des gens qui ont un point de vue assez fort et tant mieux. Mmh. Ouais. Alors, dernière question, enfin, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous pensez que cette crise va changer dans la façon dont vous gérez, enfin, d'une part, votre vie, mais d'autre part aussi votre entreprise, pratiquement? Écoute, on a un peu évoqué ça en début d'interview, mais je ne connais pas aujourd'hui les conséquences concrètes. Et ce qu'on veut faire chez R, je ne veux pas faire une réponse de Macron, là, vraiment pas, mais je veux qu'on discute avec tous nos collaborateurs. C'est ce que Stéphane et moi voulons faire en sortie. Voilà, là, en phase, quand on passe de cette phase 2 à cette phase 3, c'est-à-dire pas la veille, pas le 2 mai. Cette discussion, on veut l'avoir avant avec tous les gens qui bossent avec nous, parce que je crois qu'on est tous très impactés par ce qui s'est passé et aussi que les aspirations sont différentes et que notre boulot de patron, ça va aussi être de réconcilier les aspirations des gens qui travaillent avec nous. Donc, il y en a, pour être concret, qui vont avoir envie de rester à la maison parce qu'ils ont découvert que c'est là qu'ils travaillaient bien ou le mieux, ou parce que c'est là qu'ils sont le plus productifs. Il y en a peut-être qui ont découvert aussi, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une crise du sens au bout de… Il y a une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, mais aussi une crise du sens. Parce qu'il y a peut-être des gens pour qui ça va être difficile de retourner dans nos métiers comme ils y étaient avant. Il y a une occasion de réinventer notre métier. On ne va pas se jouer la tarte à la crème que crise et opportunité en chinois, c'est le même mot. Mais néanmoins, il y a peut-être une possibilité de se réinventer parce qu'on sait quand même que les crises, et il était bien Morin là-dessus justement ce week-end, sont des accélérateurs incroyables. Quand on regarde les grandes crises, chaque fois sont sorties des grandes crises de grands changements. Donc, voilà, ça c'est un espoir qu'on a. Oui. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se poser la question en termes de normalité, parce que je pense que même en termes personnels, c'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un retour à ce qu'on avait avant? Est-ce qu'il y aura une nouvelle norme qui va s'installer? Mais en tout cas, on est persuadé que la société, en tout cas les individus, vont très vite s'habituer à leur nouvelle routine et le mécanisme est déjà déclenché. Comme disait Eric, ce sont des choses qui existaient avant. Par exemple, le questionnement de notre comportement par rapport à la planète qui était avant, on va être accéléré, on va juste un peu l'exacerber un peu plus. Mais il y aura une nouvelle routine, c'est évident, mais ce ne sera pas la norme d'avant. Il y aura une nouvelle normalité en tout cas après. Et vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous allez changer de manière plus anecdotique? Eric, tu as découvert le home working que tu adores. Non, mais oui, mais ça, c'est dans mon travail. Mais je pense que ça va vraiment changer. Parce que travailler à la maison, ça change la vie, forcément. Et moi, j'aspire à
Alors, c'est très curieux parce que tu sais, tu es déjà venu, Fred Agence, c'est un grand plateau chez nous et j'aime bien être sur ce plateau et être près des gens, etc. J'ai besoin de ça d'ailleurs. Je me nourris beaucoup de ça et vaguement, j'essaye de les nourrir aussi. Mais j'ai découvert que j'étais infiniment plus productif à la maison dans un type de productivité différente, un peu plus théorique ou un peu plus créative, sur de la création, puisque les créatifs m'ont remis au boulot. Et je voudrais vraiment pouvoir… ça m'a beaucoup satisfait, ça, depuis un mois et demi, et je voudrais pouvoir perpétuer ça, certainement. J'ajoute que mes filles me manquent. De mon côté, c'était surtout d'expérimenter une ville, la ville différemment, en fait. De se dire, si je dois aller chez un médecin aujourd'hui, je peux marcher pendant 1 heure et demie, chose que je n'aurais jamais fait avant parce qu'il y a les transports en commun, etc. Mais c'est ce rapport à Bruxelles qui a changé. Je pense que on a changé le regard sur notre ville et je pense que ça va continuer derrière. Donc, c'est super. Ok. Ben, je vous remercie et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera tous très vite physiquement et en live. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Fred, Salut merci. Fred, salut Nabil, Salut. merci à tous.